Voilà, la formation, c'est la troisième table ronde aujourd'hui. C'est, je vais le dire égoïstement, c'est pour moi la plus importante. La formation, c'est ce qui nous unit dans l'excellence, dans la pratique, dans la projection de ce que nous souhaitons être, dans l'inscription de notre parcours dans le réel, parce que nous ne sommes pas que des juristes purs esprits. Et cette formation participe également à l'unité et à la valorisation de notre filière tout entière. Il y a une forme de balkanisation dans notre filière juridique. Nous nous parlons peu entre professionnels du droit. Nous nous parlons même assez peu au sein même de notre profession. On le sait, mais on ne va pas polémiquer. On est là pour parler de la formation. Et si la formation pouvait nous aider à être de meilleurs juristes et à être mieux unis et mieux préparés au sein de la filière juridique, je pense que tout le monde dans cette salle, que l'on soit juriste ou que l'on soit usager du droit, nous en bénéficierait. Pour nous, la formation d'un avocat, évidemment, ne s'arrête pas à son passage dans une école, à l'issue de quoi il prêtera serment. La formation d'un avocat, elle se fait tout au long de la vie, et notamment à travers la formation continue qui doit être organisée en fonction du moment, du stade de la carrière d'un avocat. Il y a plusieurs stades, plusieurs âges dans la carrière d'un avocat et auxquels doivent correspondre des moments particuliers de formation continue. Un avocat, un jeune avocat, un futur avocat, reçoit chez nous une formation généraliste. Il est trop tôt, à 23 ou à 24 ans, pour se spécialiser. En revanche, on sait que dans les premières années de la carrière, au gré de la clientèle, au gré de sa première collaboration, on va prendre conscience de ses goûts, de son attrait pour tel ou tel type de relation avec le client, pour tel ou tel type de spécialité, et c'est là qu'intervient la formation continue. Donc, cette fois-ci, vraiment, je vous le promets, j'en termine. Dans notre vision, il y a un continuum entre la formation initiale et la formation continue, et c'est pour ça que, évidemment, à l'école de formation des barreaux de la Cour d'appel de Paris sont concentrés à la fois la formation initiale et la formation continue des avocats. Nous, notre conception, et je sais que Marie-Joëlle la partage, c'est de faire travailler les étudiants sur des projets d'intérêt général. On a trois cliniques en fait au sein de l'école de droit de Sciences Po. Une, accès au droit, où les étudiants travaillent auprès des juristes dans les maisons de la justice et du droit parisiennes, ou auprès du défenseur des droits, sur des dossiers concrets, bien évidemment supervisés par des juristes, ou avec une petite ONG qui travaille sur le soulèvement des particuliers. On a une deuxième clinique qui travaille sur la responsabilité et l'innovation sociale des entreprises, auprès d'entreprises qui font la demande de développement d'outils, de nouveaux outils. Les étudiants participent un petit peu à la fabrique du nouveau droit, du soft law, tout ce qui est RSE ou études d'impact en matière de droits de l'homme, par exemple, au sein d'un grand groupe agroalimentaire aujourd'hui. Et une troisième en anglais, parce que nous ici, on a fait le pari évidemment de l'anglais, qui est intitulé Human Rights, Economic Development and Globalization, qui travaille plutôt avec des ONG en matière de droits de l'homme, telles que la FIDH ou France Terre d'Asile, ou des universités américaines, notamment en partenariat. Donc les étudiants travaillent sur des projets d'intérêt général, mais il y a en même temps une dimension extrêmement importante, qui est la dimension pédagogique, c'est-à-dire que les étudiants, ce n'est pas un stage, ils ne sont pas laissés dans la nature, dans les maisons de la justice ou du droit ou auprès d'Amnesty, ils ont un cours qui est articulé autour des différents projets qui sont en cours. Les étudiants reçoivent des outils, comment monter un dossier, comment faire de l'analyse juridique qui est vraiment orientée sur les droits de l'homme ou sur l'accès au droit, mais également un bagage de réflexion critique, théorique, pluridisciplinaire sur ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils sont en train de développer un outil de soft law au sein d'une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les dynamiques, quelle est la fabrique du droit, comment est-ce qu'on peut réfléchir. Donc les étudiants sont formés quelque part, il y a un aspect formation pratique, professionnalisante, hein, si on peut en parler d'une certaine manière, mais il y a aussi un aspect très important pédagogique, acquisition de grilles d'analyse qui peuvent s'appliquer aux projets sur lesquels ils travaillent, mais qu'on espère vont se développer dans l'accumulation de connaissances et de conscience professionnelle. Un aspect justice sociale vraiment important, on insiste, il y a aux États-Unis, à Harvard, il y a maintenant à peu près 30 cliniques. Je pense que le dernier chiffre que j'ai en tête, 77% des étudiants de Harvard passent par une clinique. Les cliniques ont augmenté au niveau de la tendance à Harvard Law School les 3 dernières années. Ça a augmenté ça a fait x3 en fait. J'ai parlé récemment avec la directrice des programmes cliniques. Il y a beaucoup de cliniques qui se veulent extrêmement techniques et professionnalisantes. Des cliniques de négociation contractuelle,
Nous avons fait le pari de la clinique qui reste d'intérêt général. On travaille uniquement sur des projets qui peuvent aussi sensibiliser les étudiants à d'autres formes de pratiques futures de leur profession ou d'autres métiers auxquels ils n'auront pas forcément aspect, tout en les formant de manière professionnelle. Et j'allais dire, professionnalisation, oui, à condition qu'elle vienne avec l'acquisition d'un bagage réflexif et théorique sur ce qu'on est en train de faire et quel genre de code et de mode professionnel on est en train d'acquérir quand on travaille auprès d'ONG ou d'entreprises ou d'avocats qui viennent participer en tant que tuteurs pour superviser ces projets. Et le troisième et dernier aspect sur lequel je terminerai, c'est l'aspect, et Marie-Joëlle, je pense, en parlera également, c'est l'aspect recherche. Et il y a vraiment là de l'innovation. Je donnerai un seul exemple. Le type de recherche, au-delà celle qui peut être faite par des enseignants, des professeurs comme nous, la clinique juridique fournit de la matière pour réfléchir sur telle et telle norme, sa construction, ses effets concrets. Mais il y a aussi le développement au sein de cliniques juridiques de recherche appliquée, de recherche qui puisse avoir une application pratique. Ma présence ici, elle n'est pas complètement anodine. La clinique responsabilité et innovation sociale des entreprises de l'école de droit de Sciences Po a travaillé avec un cabinet d'avocats sur un rapport, une étude de terrain. Certains d'entre vous ont peut-être été interviewés par nos étudiants sur la responsabilité sociale des cabinets d'avocats. Autre forme d'innovation dont j'imagine qu'on n'a peut-être pas parlé aujourd'hui, mais je vous invite à lire le rapport. Il est sorti, il a été présenté à la Maison du Barreau la semaine dernière. Et nous travaillons, la même clinique travaille maintenant avec certains des organisateurs de l'incubateur, justement sur la notion d'innovation au sein du barreau de Paris, et j'imagine que nos étudiants... Je voulais simplement ajouter 2 points, si vous permettez, sur ce plan-là. Premier point, on ne forme pas toujours ou pas suffisamment ou rarement les enseignants à la pédagogie. En tous les cas, dans notre pays, et singulièrement à l'EFB, puisque à l'EFB, comme je le disais, ce sont des avocats qui enseignent à de futurs avocats. Et un avocat n'est pas nécessairement un bon enseignant, même si, évidemment, nous les choisissons. Donc, nous avons décidé de les former à la pédagogie, c'est-à-dire à remplir un objectif de formation dans un temps limité, avec des moyens limités. Et nous avons tous des moyens limités. Hein. On peut faire passer quelque chose, un message, une information en 2 jours, ou on peut la faire passer en 5 minutes, en fonction du temps dont on dispose. Eh bien, on utilise des méthodes différentes. Et moi, vraiment, j'appelle depuis des lustres à la formation, à la pédagogie. C'était mon premier point. Et le deuxième, vraiment, je vais faire court. Je crois que nous n'avons pas encore, et c'est particulier, enfin quand même surprenant, ici dans un incubateur, prononcé le mot de numérique. Eh bien, il y a aujourd'hui, sans les déifier, en tous les cas sans leur accorder trop d'importance, une série de moyens numériques que l'enseignement commence à utiliser ou utilise largement. Je pense au e-learning, je pense au MOOC, bien sûr, il fallait bien que quelqu'un prononce le mot, qui peuvent être une manière de traiter des gros volumes avec une très grosse qualité et une qualité calibrée, c'est le cas de le dire, et en permettant également une auto-évaluation des élèves. Évidemment, tout ceci ne remplaçant pas le présentiel, mais permettant au présentiel d'être placé à sa juste place. On essaye évidemment à l'EFB de réaliser quelques MOOC. Qui reçoit les évaluations est capable de lui donner confiance sur la base de ces évaluations et de le remettre en mouvement après. Voilà, donc quand c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec des évaluations qui sont très bonnes? Est-ce que vous le laissez être immobile dans son excellence? Est-ce que même un professeur très bon ne peut pas devenir meilleur? Et comment est-ce que vous appréciez, effectivement, comment est-ce que vous allez le remettre en mouvement si par hasard les évaluations sont très bonnes ou sont très mauvaises, par exemple? Quoi qu'il arrive, un professeur peut progresser, donc je crois qu'il faut que la structure qui reçoit les évaluations, ou l'école, ou la structure pédagogique puisse effectivement discuter avec le professeur et lui donner la parole et lui donner un droit de retour.